Alors Gaël Giraud, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes économiste, chercheur en économie, vous avez travaillé préalablement sur les marchés financiers, vous êtes par ailleurs jésuite. Quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez particulièrement aujourd'hui en tant qu'économiste? Et est-ce que le fait d'avoir travaillé au départ sur les marchés financiers vous aide dans ce travail-là ou vous a apporté quelque chose? Alors, mon travail de recherche aujourd'hui, disons qu'il y a trois thèmes. Le premier thème, c'est la modélisation de la monnaie en économie. Mon diagnostic, c'est que la plupart des modèles quantitatifs utilisés en économie aujourd'hui sont très simplistes pour ce qui est de la monnaie. Même diagnostic pour le marché du travail. Et le troisième sujet, c'est l'incorporation de la contrainte énergétique et climatique dans ces modèles quantitatifs. Alors là, il existe des modèles qui tournent. Par exemple, il existe le modèle IMACLIM au CIRED à Paris, ou bien il existe le modèle Pôle à Grenoble. Mais voilà, il y a encore du travail à faire sur le volet économique de ces modèles. Comment on pourrait vous classer en tant qu'économiste, économiste critique, économiste de gauche, économiste engagé, tout simplement? Alors, économiste engagé, certainement, parce que je ne pense pas qu'on puisse faire de l'économie qui ne soit pas ipso facto, disons, une prise de position politique, même si elle doit être la plus rigoureuse possible. Voilà. Mais voilà, je pense que toute proposition économique relève forcément d'un type d'engagement politique. Même des propositions qui prétendent ne pas être politiques. C'est déjà s'engager que de ne pas vouloir faire de la politique. Alors ensuite, oui, certainement, je suis assez critique par rapport à un certain nombre de thèses développées par certains de mes collègues mainstream. Disons que voilà, dans les courants intellectuels économistes, pour ma part, je serais plutôt du côté d'une réécriture plutôt d'inspiration néoclassique, mais de thèses, disons, keynésiennes, de Keynes, Fisher, Irving Fisher, en tenant compte de la contrainte énergétique et climatique, qui fait que je ne crois pas au productivisme implicite du keynésianisme classique. Donc vous êtes par ailleurs jésuite. Dans votre dernier livre dont on va parler, qui s'appelle Illusion financière, et sous-titré Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire, vous êtes révolté devant la situation actuelle? Oui, je crois qu'il y a quelque chose d'assez scandaleux dans ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Europe. Disons, le point de vue que prend ce bouquin, c'est de dire une partie de ce qui nous arrive aujourd'hui provient d'une espèce de grande idolâtrie des marchés financiers dans laquelle les sociétés occidentales, américaines, enfin nord-américaines, européennes et japonaises, sont entrées dans le courant des années 80. Et alors, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire? Parce que je crois que ça fait partie de la vocation des chrétiens, de l'expérience, disons, biblique, évangélique, que de dénoncer les idolâtries qui conduisent à la mort. Ça, c'est la grande tradition prophétique. Voilà. Vous, d'une certaine façon, par votre travail, vous préparez ou vous creusez des alternatives pour le cas où les choses changent, le contexte change, et il faudrait alors, on pourrait alors tenter de mettre en œuvre des changements radicaux pour le coup. Tout à fait. Parce que il me semble que l'une des difficultés, par exemple, des indignados en Espagne, des indignés, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à formuler des propositions alternatives. Alors évidemment, vous pouvez descendre dans la rue pendant des mois, mais au bout d'un moment, vous vous fatiguez, et si vous n'avez pas d'alternative à proposer, vous n'êtes pas très crédible. Voilà. C'est l'une des difficultés, disons, des politiques qui n'approuvent pas aujourd'hui la politique mise en œuvre par l'actuel gouvernement, ou en tout cas qui n'approuvent pas les premières mesures actuellement mises en œuvre par le gouvernement, qu'ils soient de droite ou de gauche. C'est qu'ils ont beaucoup de mal à formuler, disons, un programme alternatif cohérent. C'est ça qui nous manque. Donc c'est à ça qu'il faut travailler pour que le jour où la fenêtre politique s'ouvrira, on puisse faire des vraies propositions articulées, cohérentes de sortie de crise. Et au sein de ceux comme vous qui réfléchissent à des alternatives, est-ce qu'il y a aussi des tentatives de mettre en commun des compétences différentes, de travailler, certains sont spécialistes plutôt des questions de régulation ou de la finance, d'autres travaillent aussi sur le protectionnisme, il y a plusieurs sujets dans ces alternatives, d'autres réfléchissent aussi sur un monde avec une croissance différente. Est-ce qu'il y a aussi une tentative d'avoir une vision plus globale et donc de concilier un peu ces différentes compétences? Oui, tout à fait, il y a plusieurs tentatives dans cette direction. Alors, il y en a une qu'on pourrait mentionner tout de suite, c'est celle des co-auteurs du petit livre que j'avais publié, qui s'appelle 20 propositions pour réformer le capitalisme, où là on a un panorama d'ensemble assez articulé et très cohérent des réformes qu'on pourrait mettre en œuvre, où tous les thèmes que vous venez d'aborder sont couverts, c'est-à-dire aussi bien la responsabilité sociale de l'entreprise, le protectionnisme, la réforme de la BCE, la régulation des marchés financiers. Après, on continue de travailler, la vie ne s'arrête pas avec ce bouquin-là, et il y a des tentatives pour se mettre ensemble et articuler différents trains de programme de manière cohérente. Voilà.
Et pour conclure, pourquoi on vous voit si peu dans les grands médias? Je veux dire, vous avez par exemple une expertise sur la finance, ou vous réfléchissez sur la transition écologique. Est-ce que vous êtes sollicité par des grands médias pour des tribunes ou des interventions? Ou il ne me semble pas, puisqu'il ne me semble pas qu'on vous voit malheureusement énormément. Et comment vous expliquez ça? Alors, je suis quand même sollicité par certains médias. Bon, vous voyez, je sais pas moi, le journal Challenge, l'Express, l'Expansion, La Croix, même le Figaro. Bon, voilà. Mais c'est vrai que par exemple, c'est très difficile d'arriver sur un plateau télévisé aujourd'hui à une heure d'audimat très élevée. C'est toujours les mêmes économistes qu'on voit apparaître sur les plateaux télévisés. Là, je crois qu'il y a différents phénomènes qui entrent en jeu. Disons, ça c'est la sociologie des médias en France, en Europe, en Occident en général. Je crois que on peut mettre au crédit des journalistes économiques qu'une bonne partie d'entre eux sont très très perplexes, et pour cause, parce que une grande partie de la vulgate économique qu'on a répétée depuis 20 ans s'effondre aujourd'hui, et donc les journalistes n'ont pas tellement le temps de réfléchir eux-mêmes à des paradigmes alternatifs. Alors ils se tournent vers les économistes eux-mêmes sont très divisés, mais les économistes mainstream, eux, semblent avoir un corpus que pour l'instant ils n'ont pas tellement remis en cause depuis 2008 et qui a l'air très cohérent. Donc évidemment les journalistes sont très tentés d'interroger ceux qui ont l'air de dire à peu près la même chose et qui ont l'air assez sûrs d'eux. Et une bonne partie de ces économistes-là sont des économistes de banque, sont payés par les banques. Et donc très souvent font les mêmes propositions, proposent les mêmes solutions, qui sont celles qui avantagent le plus les banques. Alors, les journalistes sont eux-mêmes confrontés à des rythmes de travail absolument infernaux, n'ont pas tellement le temps de réfléchir, de travailler autrement, et donc finissent à peu près inévitablement, pas tous, heureusement, mais beaucoup d'entre eux, par donner la parole aux mêmes, c'est-à-dire à des économistes en grande partie financés par les banques. Donc c'est ça, à mon avis, qui explique... voilà.